Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir, évidemment, de vous accueillir aujourd'hui, cette troisième et dernière journée des Rendez-vous Gérin-Lajoie, pour cet événement très attendu. Évidemment, à vous voir aussi nombreux ici en salle qu'en ligne, sur les 2 ans après l'invasion russe en Ukraine. Mon nom est François Audet, je suis professeur titulaire à l'École des sciences de gestion de l'UQAM et je suis directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. C'est un immense plaisir pour nous d'organiser cet événement en collaboration avec la chaire Raoul Dandurand et le RAS, le Réseau d'analyse stratégique. Les Rendez-vous Gérin-Lajoie sont nés de l'idée de faire des rencontres entre la science, le politique et les milieux de la pratique. Et quand je regarde le panel d'aujourd'hui, c'est exactement l'ADN de notre activité, de nos rendez-vous. C'est aussi un moyen de valoriser l'influence de M. Paul Gérin-Lajoie dans la politique internationale du Québec. Je veux d'ailleurs en profiter tout de suite pour remercier le ministère des Relations internationales du Québec pour leur soutien indispensable à la réalisation de ces rendez-vous. Je remercie également nos nombreux partenaires. Je me permets de le mentionner parce que c'est notre journée de clôture. Je remercie énormément d'ailleurs nos collègues qui sont ici présents, la Faculté de sciences politiques et droits de l'UQAM, le CORIM, Oxfam Québec, la Croix-Rouge canadienne et MILA, ainsi que nos nombreuses unités membres qui ont collaboré à cette édition. L'OMIRAS, l'Observatoire sur les migrations internationales, le RAS, l'OCA, la chaire Raoul Dandurand et la chaire UNESCO pour le développement curriculaire. Grâce à ces collaborations, pour celles et ceux qui étaient là depuis 2 jours et encore aujourd'hui, j'en suis convaincu, nous terminons 3 journées très riches en débats gratuits, ouverts au public, et c'est ça qu'on veut faire. Sur des sujets évidemment criants de l'actualité internationale, nous avons eu évidemment des événements sur l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde, sur la crise humanitaire à Gaza et aujourd'hui sur l'invasion russe en Ukraine. L'invasion russe en Ukraine a débuté il y a 2 ans, évidemment, c'est pour ça qu'on est ici. Le bilan de ce conflit reste encore difficile à évaluer, le bilan humain, évidemment. Moscou et Kiev gardent secret les pertes militaires et la Russie dissimule systématiquement le nombre de civils tués dans les zones qu'elle a conquises, notamment à ce qu'on a vu avec la ville de Mariupol. On estime néanmoins le bilan civil qui est encore débattu à environ 50 000 décès. On sait par contre que le conflit aura généré jusqu'à maintenant 4 millions de déplacés internes en Ukraine et plus de 6 millions de réfugiés sur le territoire européen. Au niveau militaire, je vais laisser évidemment mes collègues en débattre davantage, mais Moscou et Kiev estiment avoir tué ou blessé entre 350 000 et 400 000 soldats de part et d'autre. Mais au-delà du bilan humain et des bilans humanitaires, quel est l'état des lieux du conflit aujourd'hui? Quelles sont les perspectives pour 2024? Est-ce qu'il y a une sortie de crise possible à l'aube des élections américaines? Voilà quelques-unes des questions qui seront explorées à cette table ronde organisée, encore une fois, en collaboration avec nos collègues et amis de la chaire Raoul Dandurand et du réseau d'analyse stratégique. Je les remercie d'ailleurs, ceux qui sont aussi ici et ceux derrière, pour cette bonne collaboration. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Frédéric Gagnon, titulaire de la chaire Raoul Dandurand et professeur au département de sciences politiques de l'UQAM, de modérer ce panel. Il y a beaucoup de monde, donc ça va être beaucoup de modération. On devra être aussi un peu rigoureux sur l'heure parce qu'on a d'autres activités après. Donc, cher Frédéric, je te laisse la parole et je te laisse aussi l'honneur de présenter nos invités. Merci. Merci beaucoup, François. Comme on le dit, la modération a bien meilleur goût. Donc, je vais bien modérer, je l'espère, cette table ronde qui porte, comme tu l'as dit, sur l'invasion de l'Ukraine 2 ans après. Donc, l'idée était de réunir des expertes et des experts de renom pour faire le bilan de ce conflit crucial pour l'avenir des relations internationales. C'est un conflit qui perdure, ça a été mentionné, dont l'avenir est incertain. Donc, on va se poser un certain nombre de questions aujourd'hui avec nos invités, nos panélistes, que je vous présente sans plus tarder. Vous voyez qu'il y en a 6, donc je ne prendrai pas trop de temps aujourd'hui. Je vais plutôt lancer les questions le plus rapidement possible pour qu'on ait le temps d'aborder tout ce qu'on veut aborder. Je vous présente nos invités. Anastasia Fomichova est candidate au doctorat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Elle est également associée à la chaire d'études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa. Bonjour Anastasia, merci d'être là. Dominique Harel est titulaire de la chaire d'études ukrainiennes et professeur d'études politiques à l'Université d'Ottawa. Bonjour Dominique. Bonjour. Justin Massier est co-directeur du réseau d'analyse stratégique et professeur au département de sciences politiques de l'UQAM. Bonjour Justin. Charles-Philippe David a fondé la chaire Raoul Dandurand en 1996. Il en a été le premier titulaire pendant 20 ans. Il est également professeur au département de sciences politiques de l'UQAM. Bonjour Charles-Philippe.
Simon Hogg est chercheur à l'Observatoire des conflits multidimensionnels à la chaire Raoul Dandurand et il est notre dernier professeur embauché, félicitations, au département de sciences politiques de l'UQAM. Merci Simon d'être là. Et finalement, Louis Vachon est associé chez J.C. Flowers & Co. et il est un collaborateur régulier aux travaux de l'Observatoire des conflits multidimensionnels à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Louis, c'est un plaisir de te revoir. Et on va commencer sans plus tarder. Voici comment on va procéder. C'est un format table ronde. On va essayer de favoriser la conversation, le dialogue entre les invités. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par le premier tour de table et par une question générale, puis on va y aller dans cet ordre-là. On va commencer par Louis et on va se rendre jusqu'à moi. Donc, un tour de parole par conférencier, conférencière. Et je vous demande de façon très générale, là, qu'est-ce que vous retenez? Quel bilan faites-vous de ce conflit-là jusqu'ici et qu'est-ce que cette guerre nous a appris, selon vous, sur le monde dans lequel on vit en 2024? Donc, on commence avec une question générale, large, qui vous permet d'aborder les thèmes que vous souhaitez. Louis. Bonne chance. Merci. Mais comme banquier, 2 minutes, je suis capable de faire ça. Première leçon, les conflits, les conflits au 21e siècle sont aussi merdiques qu'ils étaient dans les siècles précédents. C'est ça la seule leçon qu'on en retient, du point de vue humain. Du point de vue militaire, 2 leçons. Le triomphe des nouvelles technologies et le triomphe des vieilles technologies. Alors, au niveau des nouvelles technologies, évidemment, les drones, la robotisation de la guerre. Actuellement, il y a des dizaines de milliers de drones qui sont actifs sur le front en Ukraine actuellement. Premier conflit où on voit une robotisation si forte que ça. Conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En 2020, il y avait quelques dizaines de drones en opération. 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, on est rendu avec un conflit, il y a des dizaines de milliers de drones en opération. Un autre conflit, une autre leçon de l'importance de la robotisation. L'Ukraine a gagné une partie de sa guerre navale en mer Noire contre la Russie, malgré le fait que l'Ukraine n'a pas de flotte. Ils ont utilisé les robots, les drones, pour être capables de libérer, entre guillemets, la partie la partie ouest de la mer Noire. Alors, évidemment, on voit l'impact des nouvelles technologies. On voit aussi l'impact des vieilles technologies. La victoire russe à Bakhmut, la victoire russe à Avdiivka, la semaine dernière, c'est de la vieille technologie. C'est de la chair à canon, envoyée en avant, masse humaine, supportée par l'artillerie. Vous avez vu ça en Première Guerre mondiale, vous avez vu ça en Deuxième Guerre mondiale, vous avez vu ça durant les guerres napoléoniennes. Mais c'est encore utilisé, c'est encore actif au 21e siècle. Alors ça, c'est du point de vue militaire. Du point de vue diplomatique, moi, ce que je retiens là-dedans, évidemment, c'est l'arrivée, l'importance, l'impact du Global South. Excusez-moi s'il y a une expression francophone, là, je ne la connais pas, là, c'est le Sud global. Bon. Alors, et ça a eu un impact diplomatique important. Le Sud, les pays non alignés ne peuvent plus se faire dire par l'Occident ou même par la Russie quel bord voter, quoi faire. Et ça a eu un impact direct également sur la géoéconomie, sur les sanctions économiques. Parce qu'ils n'ont pas voulu se faire imposer les sanctions. Et donc, la Russie est capable de vendre son pétrole en Inde, capable de vendre son pétrole à d'autres endroits. Et ça a beaucoup affecté l'impact et l'efficacité des sanctions économiques. Alors, c'est pour ça, c'est mes quelques leçons pour aujourd'hui. Merci, Louis. On va revenir sur le thème des sanctions économiques tout à l'heure. Je vais te relancer là-dessus. Tu auras l'occasion de nous en dire davantage. Simon? Oui. Donc, merci. C'est toute une mission, effectivement, essayer de trouver la grande leçon. Mais moi, de mon point de vue, qui travaille sur les technologies numériques, en fait, ce qui me fascine avec la guerre en Ukraine, puis ce qui me semble être un indicateur des possibles tournants ou révolutions à venir dans la guerre, c'est la capacité du gouvernement ukrainien à mobiliser la participation de la population civile, en fait, à sa guerre. Et ça peut paraître extérieur jusqu'à un certain point parce qu'on en parle moins au niveau des dynamiques de front, hein, ce qu'on entend souvent parler dans les journaux, par exemple. En fait, le gouvernement ukrainien va avoir réussi, en mobilisant largement les technologies numériques, à étendre ou à capitaliser la puissance réseau d'Internet pour être capable de mener sa guerre. Et un des symboles de ça, c'est le recours à la population civile pour créer du renseignement militaire qui est utilisé ensuite par l'armée américaine.
L'armée américaine, excusez-moi, l'armée ukrainienne. Petit lapsus. Mais pour combien de temps encore? On va en reparler. Dans 5 ans, peut-être. Dans 5 ans. Mais, voilà, donc, qui, à travers la mise en place d'applications, par exemple, la population est amenée à transférer de l'information sur le déplacement des troupes russes, sur les frappes à venir ou les drones russes qui traversent le territoire ukrainien. Donc, la population civile, hein, dans un contexte de guerre qu'on est habitué de la penser comme essentiellement passive, devient de plus en plus un acteur actif dans le conflit. Donc, ça s'est vu dans la collecte de renseignements, ça s'est vu aussi avec l'Ukraine qui a très tôt lancé un appel à la mobilisation pour créer son IT Army, donc son armée de pirates informatiques, qui a collecté, des dizaines de milliers de personnes à travers le monde se sont engagées de façon bénévole pour mener des actions de piratage, des cyberactions contre la Russie. Et on l'a vu aussi à travers les médias sociaux, où essentiellement la population devient un vecteur de production de contenu qui participe à la constitution du récit de guerre ukrainien. Donc, de plus en plus, cette coupure-là qu'on voyait entre le militaire, les soldats et les civils passifs, entre être engagé dans la guerre et assister, subir la guerre, est en train de s'effacer. Et cette processus de disparition de la frontière eh bien, est fortement encouragé par le gouvernement ukrainien. Merci. Je vais m'arrêter ici. Merci, Simon. On va y revenir tout à l'heure. Charles-Philippe? Difficile d'ajouter beaucoup de choses, mais je vais essayer. Va falloir. Mais il va falloir, il faut meubler le temps un petit peu. Ce que je fais comme bilan, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour pas trop me mouiller, parce que qui peut prédire ce qui va arriver? La bonne nouvelle, c'est que la guerre n'a pas duré 3 jours, comme le dictateur le souhaitait. Quand on regarde avec le recul les archives et les comptes rendus disponibles, on réalise à quel point c'était une illusion, une folie, un fantasme, merci Louis, de penser qu'il pouvait acquérir ce pays. Ça fait penser à d'autres qui voulaient acquérir d'autres pays d'ailleurs, en si peu de temps. Alors, la bonne nouvelle, je pense qu'il faut quand même regarder les choses de cette manière, c'est que l'Ukraine a survécu, l'Ukraine se défend, l'Ukraine n'est peut-être pas dans son état le plus fort, mais l'Ukraine n'est pas morte. Et je pense qu'on oublie, avec le pessimisme ambiant, cette réalisation que quand même, c'est peut-être pas d'ailleurs tant l'Ukraine qui est en cause, je vais y revenir, que nous, dans le fait que cette guerre-là, donc, mauvaise nouvelle, en est globalement, là j'avais les calculs avant-hier, peut-être que je me trompe de jour, mais environ à 750 jours du début de la guerre. Alors évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle parce que c'est une guerre longue, pour les raisons que les collègues ont mieux expliqué que je le pourrais. Une guerre d'usure, une guerre de tranchées, une guerre technologique. Mais globalement, la Russie n'a acquise et ne conserve qu'environ 19% du territoire ukrainien, qui inclut déjà donc la Crimée. Donc, c'est 1/5 du territoire ukrainien. On ne peut pas dire, après 750 jours, que Poutine puisse se frotter les mains en disant « quelle conquête », mais en même temps, il peut se frotter les mains en disant « je passe au travers avec patience et détermination en attendant que les conditions changent ». Les deux choses qui, à mon avis, que je retiens, Frédéric, la première, et je rebondis sur ce que dit Louis, parce que je pense qu'on va continuellement rebondir les uns et les autres sur plusieurs aspects comme ça, c'est le retour. Je pense qu'il faut l'avouer. Le 23 février 2022, c'était un petit peu comme le 11 septembre 2001. Ça a été une grande secousse, un grand réveil matin. Si le 11 septembre a été le réveil matin du sol américain attaqué par un groupe terroriste qui était du jamais vu dans l'histoire, là, c'est le retour de la géopolitique, et en force. Parce que l'effet sismique de l'Ukraine a entraîné, tu as évoqué le Sud global, on a évoqué une reconfiguration des rapports internationaux et qui fait que cette géopolitique a été appelée, pas juste en Europe de l'Est et centrale, mais partout, à être redéfinie. Pensons, par exemple, qui l'aurait cru il y a 5 ans, que l'OTAN sortirait regaillardi, et non seulement regaillardi, mais avec
avec une organisation maintenant plus grande, avec l'inclusion des 2 pays scandinaves, c'est presque chose faite, dans le cas de la Suède, et avec en priorité, imaginez, on revient en arrière, et le sommet de Munich a été très clair là-dessus, surtout de la part des pays nordiques, la vision du retour de la Russie comme puissance agressive, non seulement en Ukraine, mais contre l'OTAN. Plus d'une personnalité s'est prononcée à Munich pour affirmer que le scénario qu'il craignait le plus, c'était pas juste l'Ukraine. Surtout, évidemment, de la part des pays baltes, mais pas que. Il y a aussi la Pologne, évidemment, qui l'affirme. Il y a vraiment la Suède aussi et la Finlande le disent, qui sont voisins quand même. Ils craignent la Russie. L'autre et la dernière chose que je retiens, et ça mène plus sur mon sujet et pour les chercheurs qui travaillent sur le domaine, c'est l'indispensabilité. Hein. Je souligne parce que Dieu sait qu'on a eu des débats là-dessus. L'indispensabilité, c'est pas très français, mais quand même, ça veut dire ce que ça veut dire, du rôle des États-Unis dans les rapports internationaux et dans la gestion de cette guerre. C'est pas compliqué. Ainsi vont les États-Unis. Je vous laisserai même compléter la phrase parce que ça me ferait de la peine de la compléter. Ainsi vont les États-Unis, ainsi ira le sort de cette guerre. Je sais qu'on parlera certainement de l'Europe, des conditions locales, etc. Mais il n'y a pas de stratégie militaire, de victoire militaire de l'Ukraine, à mon humble avis, possible sans cet engagement maintenu de la part des États-Unis. Et quand je vous dis, complétez la phrase, si les États-Unis sont indispensables, et ils le sont, et je sais qu'on a débattu de ça en critiquant la politique à souhait étrangère américaine, dans ce cas-ci, pas d'États-Unis, pas d'aide militaire, pas le 60 milliards, retour de vous savez qui, Voldemort. C'est grave pour l'avenir de l'Ukraine, l'avenir de la sécurité internationale. Alors, l'indispensabilité des États-Unis est la deuxième leçon que je retiens. Oui, puis on va y revenir. On va parler tout à l'heure du débat à Washington sur l'appui à l'Ukraine. On aura le temps d'aller dans le détail là-dessus. Mais en attendant, Justin. Oui. Sans surprise, je suis très d'accord avec ce que mes collègues ont dit jusqu'à présent. Il n'y aura pas un grand débat aujourd'hui, je pense, sur les leçons à tirer. Je les formulerai ainsi deux grands bilans. Le premier, c'est le retour de la guerre majeure à laquelle on n'était plus habitué depuis au moins les années 70 avec la guerre du Vietnam, où ce sont des centaines de milliers de personnes qui décèdent et où, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'industrie de la défense qui est le principal moteur du sort d'une guerre. C'est la capacité des sociétés occidentales à produire des munitions, ce qu'on ne fait pas au Canada parce qu'on envisage peut-être éventuellement considérer possiblement augmenter la production que l'on fait de munitions ici au Canada, ce qui est quand même peu dire. C'est ce retour-là de la masse comme principal indicateur de succès sur le champ de bataille. Masse de troupes. Donc, la Russie mobilise un autre 400 000 soldats pour se joindre aux 470 000 qui sont présentement sur le territoire ukrainien. Ils ont commencé la guerre avec 140 000 troupes aux frontières de l'Ukraine, donc c'est en masse croissante. L'Ukraine discute présentement au Parlement d'une mobilisation supplémentaire d'un autre demi-million de soldats pour venir prêter main forte et renfort au demi-million qui est présentement sur le champ de bataille. Ce sont des chiffres où nous, Canada, on n'est absolument pas conscient de l'ampleur que ça a. Pour vous dire, l'engagement canadien de l'OTAN, envers l'OTAN, en cas de conflit majeur, c'est d'envoyer 5 000 soldats. Okay? La production mensuelle de munitions du Canada, c'est 5 000, ça dure une journée sur le champ de bataille. Les Ukrainiens en utilisent 6 000 par jour, au plus fort de leur contre-offensive. On est dans des tailles à laquelle on n'est pas habitué. Premier constat. Deuxième, je pense qu'il faut le dire clairement, c'est un échec stratégique russe flagrant. Jean-Philippe l'a dit, mes collègues également auparavant, la volonté de désarmer l'OTAN aux frontières de la Russie, au contraire. Non seulement il y a plus de membres maintenant, dont une frontière très longue avec la Finlande, maintenant terrestre avec la Russie, mais aussi les déploiements plus importants militaires et de production des alliés de l'OTAN, dans une unité que l'on n'avait pas connue suite à la première invasion de l'Ukraine en 2014-2015, où on se souvient où la France et l'Allemagne étaient beaucoup plus divisées sur la volonté d'avoir une réaction forte vis-à-vis de la Russie par rapport aux États-Unis. Alors, beaucoup plus d'unités, malgré le fait que c'est à Washington que tout va jouer de cette unité dans les prochains mois. Au niveau du désarmement de l'Ukraine et de sa
dénazification, pour reprendre le terme du président Poutine, c'est le contraire. Le nationalisme ukrainien en territoire libre, pas occupé, est à jamais anti-russe. Cette intégration-là n'est pas faite dans l'OTAN et dans l'Union européenne, mais il y a des processus en cours aujourd'hui qui sont beaucoup plus difficilement renversables que là où on était il y a 2 ans. Et cette tendance-là, je pense, si les Ukrainiens réussissent à empêcher les troupes russes d'occuper plus de territoire, va perdurer dans le temps. Et donc, à ce niveau-là, c'est un échec flagrant de la part de la Russie. Le temps, possiblement, peut jouer, par contre, en faveur de la Russie si l'Occident s'essouffle, si l'Amérique s'essouffle. C'est ce qu'on semble voir jusqu'à présent. Mais je vais m'arrêter ici parce que je vais y revenir un peu plus tard. Merci, Justin. Dominique? Oui. Bon, ben, c'est un peu dans la tendance de mes collègues, mais je vais formuler 3 points. Je vais commencer par le positif. Ensuite, ça va déraper vers le plus noir. Ben, Justin vient de le dire. On a parlé beaucoup de la résilience des Ukrainiens, leur courage, et puis c'est très émouvant. Mais vous savez, beaucoup d'entre nous, on est à peu près tous en sciences politiques, on étudie le nationalisme, et puis une des théories du nationalisme, c'est que la guerre forge la nation. Ben, c'est une chose de l'étudier dans l'histoire, comme ça, ou en théorie, puis là, de le voir en temps réel. C'est pas que la nation ukrainienne n'existait pas, contrairement à ce que Poutine continue de nous dire. Évidemment pas. Mais pour nous, en études ukrainiennes, on observait depuis 30 ans une construction de cette nation ukrainienne, disons de l'ouest vers l'est, de plus en plus. Il y avait cette ambivalence à l'est sur la question des russophones et tout. Et puis, 2022, ben, c'est l'électrochoc. C'est ça qui est inspirant et fascinant là, d'un point de vue même de la compréhension du nationalisme, de voir justement jusqu'à quel point une nation qui, d'ailleurs, ne peut comprendre pourquoi la Russie les bombarde. Là, je parle des russophones, qui s'ils étaient encore ambivalents en 2022, ils ne l'étaient plus rendus au 25 ou au 26 février. Et ça a toutes sortes d'incidences dont Benoît a commencé à parler, Anastasia va en parler beaucoup, tout le côté citoyenneté, le rapport à l'État, la solidarité sociale, etc. La nation ukrainienne est plus forte que jamais. Et c'est le grand paradoxe d'une guerre bâtie sur le mensonge que la nation ukrainienne n'existe pas, qu'elle est création artificielle, ça remonte au 19e siècle. Là, comme Poutine nous l'a rappelé, ça remonte peut-être même avant le 19e siècle. Voilà. Point numéro 2. C'est pour enchérir Justin, mais c'est vraiment dans ses plates-bandes. Je suis actuellement étourdi par l'artillerie, au point de vue figuré. Là. Non, je ne suis pas dans les tranchées. Il y a 1 an, on n'aurait pas pu prédire que la Russie en viendrait à être capable de produire 2 millions de nouveaux obus par année. Ça, c'est confirmé. Tu me l'as confirmé, puis il y a Murray Brewster de la CBC qui l'a confirmé cette semaine, le renseignement militaire ukrainien. Ce n'est pas une exagération. 2 millions, en plus du million qu'ils ont reçu de la Corée du Nord, mais ça, c'est ponctuel. Et la réalité très crue, c'est que tous les pays de la coalition de l'OTAN mis ensemble, incluant les États-Unis, ne sont pas capables d'égaler ça. Puis même l'année prochaine ne seront pas capables. Là, la production augmente aux États-Unis, elle augmente en Allemagne. Impossible, d'un point de vue industriel, d'aller chercher le 2 millions de nouveaux obus. Et puis là, évidemment, c'est dans un contexte où les armées occidentales de l'OTAN ne vont pas tout produire pour tout donner à l'Ukraine. Ils doivent aussi produire pour eux-mêmes parce que c'est la nouvelle réalité géopolitique. Alors, la guerre qui ne devait plus se produire, c'est-à-dire le type de guerre, parce que des guerres, il y en a tout, évidemment, il y en a eu depuis la guerre froide des douzaines et des douzaines, mais ce type de guerre de haute intensité, industrielle, type Deuxième Guerre mondiale, après la fin de la guerre froide, justement, il y a eu la démobilisation de toutes ces industries-là parce que c'était une guerre qui ne pouvait plus arriver. Et puis voilà, on en est maintenant au 21e siècle, et c'est la nouvelle guerre qui est à la fois la guerre du futur et la guerre du passé. Et ça, il semble y avoir soudainement, là, depuis quelques semaines, une prise de conscience massive que pour sauver l'Ukraine aussi, mais aussi pour se sauver collectivement, il va falloir aller dans cette direction-là. C'est le retour à la guerre qui devait faire partie des livres d'histoire. Et point numéro 3, très rapidement,
On y reviendra. Puis là, je suis un peu dans les plates-bandes de Charles Philippe, là, mais c'est... Voilà. L'angoisse, c'est l'instabilité. Ce qu'on ne pouvait pas prédire l'année passée, et la Maison-Blanche ne pouvait pas le prédire, c'est le retour avec une telle fureur du mouvement trumpiste aux États-Unis, qui se traduit par un isolationnisme. Même si ça n'a comme tel rien à voir avec la guerre en Ukraine, ça, je pourrais en parler plus tard, là, c'est Trump, mais Trump qui, tout de même, symbolise un mouvement très profond aux États-Unis et aussi en Europe, et peut-être un jour rapproché au Canada, qui vient déstabiliser nos sociétés, et ça a une incidence géopolitique directe, dans un contexte où la Russie, maintenant, par son refus factuel de reconnaître les frontières, donc soudainement, c'est pas, je pense, d'être alarmiste ou irréaliste de dire qu'une agression de l'Estonie est soudainement du possible, alors qu'il y a quelques années, on ne dirait jamais, jamais, l'article 5, les puissances nucléaires, etc. La Russie ne reconnaît plus les frontières, donc cette instabilité-là est extrêmement dangereuse. La Russie donne actuellement le front d'être invincible, mais on a vu le 24 juin, le jour de la Saint-Jean, là, il se passait quelque chose en Russie, jusqu'à quel point ce régime-là est sclérosé lorsqu'il y a une crise, que si les choses venaient à débouler en Russie, ça serait aussi une instabilité foudroyante. En Russie elle-même. Alors, ça, c'est très, très, très inquiétant. Tout ça, c'est ça. La guerre en Ukraine est un peu l'épicentre de ce phénomène. J'allais dire, c'est mondial, mais là, limitons-le là, à l'ère occidentale. Voilà, Anastasia. En 2024, on est donc 2 ans après le début de l'invasion à grande échelle, mais on est aussi 10 ans après le Maïdan et donc le début de la guerre pour les Ukrainiens. Je pense que ce qu'il est important de retenir du point de vue de la perspective de l'État ukrainien, c'est qu'il y a 2 ans, lorsque l'invasion à grande échelle commence, donc le plan qui avait été présenté à Vladimir Poutine présentait l'Ukraine comme un pays extrêmement divisé, qui était donc en échec sur beaucoup de points, et donc notamment vis-à-vis du rapport à ses élites. Et c'est la raison pour laquelle il s'attendait à rentrer extrêmement rapidement dans Kiev, et les données qui avaient été fournies à l'époque parlaient d'une entrée donc en 2-3 jours, que la capitale ukrainienne allait céder en 2-3 jours. Et le bilan qu'on peut tirer aujourd'hui, c'est que donc effectivement ça ne s'est pas produit. Mais c'est surtout que par rapport à 2014, l'État ukrainien s'est renforcé dans la guerre. Donc on parle beaucoup de la résilience de la société ukrainienne, mais c'est un point extrêmement important aussi dans cette résilience de l'État ukrainien. Il y a 10 ans, l'armée ukrainienne comportait uniquement 6 000 hommes qui étaient prêts à être mobilisés. Et c'est pour ça qu'on a pu voir un effondrement à l'échelle locale, donc, que ce soit en Crimée ou que ce soit à l'est du pays, qui a permis en fait très très rapidement à la Russie de prendre le contrôle de ces territoires. Aujourd'hui, l'Ukraine a donc un appareil militaire beaucoup plus puissant et donc une capacité de résister face à l'armée russe. En parallèle, comme ça a été dit par Dominique, la société ukrainienne s'est unie aussi derrière ses dirigeants, et en fait aujourd'hui, donc le bilan qu'on peut tirer, c'est quand même cette résistance et cette capacité de résilience à la fois de l'État et de la société ukrainienne dans la guerre. Merci beaucoup, Anastasia. Donc, cela clôt le premier tour de table que je vous proposais. On va entamer le deuxième tour de table. Et là, je vais vous poser à chacune des questions spécifiques là, qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin sur des thèmes qu'on a déjà effleurés durant le premier tour de table. Et je vais commencer par Dominique. Ça va te permettre d'aller un petit peu plus loin encore sur ce que tu avais abordé. Commencer à aborder. Bon, c'est la deuxième table ronde sur l'Ukraine que l'on tient. On en a tenu une l'an passé pour l'an 1 de la guerre en Ukraine.
Et c'était super intéressant de vous écouter. Et à ce moment, il y avait beaucoup de gens autour de la table qui étaient quand même optimistes quant aux capacités de l'Ukraine de peut-être gagner la guerre, de résister du moins longtemps aux avancées russes sur le terrain. Mais je semble entendre dans tes propos, Dominique, qu'on est peut-être moins optimiste cette fois-ci. Donc, comment se porte l'effort de guerre ukrainien? Et je voyais dans l'actualité récemment que le chef des forces armées ukrainiennes, Zaloujny, a été congédié par le président Zelensky. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'effort de guerre ukrainien, les capacités ukrainiennes dans le conflit à l'heure actuelle? Oui, merci. Effectivement, il y a un an, c'était une table ronde. On était 4 d'entre nous, là, sur cette même table. C'était un peu sur le signe de l'espoir, je dirais. Et la fameuse contre-offensive. Et puis, l'espoir et aussi l'admiration devant non seulement la résilience, mais aussi le fait que l'Ukraine était parvenue à reprendre des territoires. Oui. La fameuse avancée à Kharkiv, et puis la seule ville, Kherson, c'est ça qui n'avait pas été occupé en 2022, qui avait été occupé en 2022, qui a été reprise. Donc, voilà. Et puis, bon, la contre-offensive, elle n'a pas fonctionné sur le front. On va parler, on a évoqué la flotte de la mer Noire, etc. Et il y a tout de même des gains loin du front, à l'arrière du front, et même des destructions en Russie, ça c'est clair. Et puis, bon, la Russie est beaucoup plus résiliente qu'on le pensait en termes d'industrie militaire. Et aussi, là, puisqu'on va parler là, de ce général déchu, là, Zaloujny, qui avait, de façon très candide, ce qui est assez inusité en temps réel, il me semble, dans une guerre, qu'un chef comme ça d'état-major publie un article, même dans une grande revue, là, c'était The Economist en octobre, pour expliquer exactement la situation sur le front, les pour et le contre et tout, très transparent. Et avouer, là, c'est un plus jeune par rapport aux autres, par rapport aux nouveaux aussi, une 50aine d'années, ça veut dire qu'il n'a jamais été formé à l'école soviétique. Il a commencé son entraînement militaire au moment où l'Union soviétique n'existait plus. Donc, il y a déjà cette cassure avec la tradition soviétique. Et même s'il connaissait très bien l'armée russe pour avoir étudié et même admiré théoriquement un peu là, les grands penseurs, il a avoué candidement qu'il avait sous-estimé le peu de considération que l'armée a pour ses propres soldats. Et pourtant, on a toute l'histoire de la Russie là, derrière nous, etc. Mais lui-même avait sous-estimé, parce que lorsqu'on parle de la conquête de Bakhmut, la conquête d'Avdiïka, des pertes ahurissantes du côté russe, mais ça ne compte pas. Il n'y a aucun coup politique. Tout ça, c'est caché. Et puis, voilà, on fait appel à des prisonniers, à des soldats de régions défavorisées, etc. On les envoie chair à canon. De toute évidence, les pertes sont 3, 4 fois, 5 fois plus supérieures aux pertes ukrainiennes parce qu'ils sont en vagues comme ça. Mais de vague en vague en vague, avec l'artillerie, ils avancent. Et ça a même décontenancé l'armée ukrainienne. C'est justement Anastasia en particulier va insister sur ce point-là, la capacité citoyenne, que c'est une armée populaire en Ukraine, qu'au-delà de la capacité industrielle, la capacité militaire, l'Ukraine ne peut pas se permettre, non seulement démographiquement, mais même moralement, pour sa propre légitimité, de faire ça à sa propre population. Donc, dans les calculs, pour expliquer l'échec de la contre-offensive, c'était justement pour protéger, pour chercher à limiter le nombre de pertes qui est déjà assez élevé, même si on n'a pas le chiffre. Et selon les rapports qui ont commencé à circuler assez crédibles, il y a un livre de Simon Schuster qui est phénoménal parce qu'il a parlé à tout le monde dans le bunker là, depuis 2 ans, donc il y a vraiment le point de vue ukrainien. Mais au-delà de ça, la tension entre Zelensky et Zaloujny portait sur ce point-là, en fait. Parce que pour Zelensky, céder du territoire ou reculer sur l'argument qu'il faut minimiser les coûts, les coûts humains, ça a un coût politique, ça a un coût géopolitique. Alors que pour Zaloujny,
sa tendance était non, on peut pas faire ça, on peut pas rester là sur le front à Bakhmout, il faut se retirer. Puis il y a eu à plusieurs reprises, il a été comme renversé, évidemment par le commandant en chef, c'est un civil, c'est Zelensky, c'est le président. Ça explique ce type de tension qui a mené éventuellement à son limogeage. Donc, cette question-là est vraiment au cœur de la dynamique ukrainienne. C'est une tension, c'est un conflit d'approche, alors qu'en Russie, c'est top-down, et puis voilà. C'est une espèce d'avantage asymétrique au prix de la vie humaine. Voilà. Merci. Donc, 2024, c'est une année de défensive pour l'Ukraine. Alors, s'il y a offensive, si l'Ukraine peut défensivement survivre à l'année 2024, les plans, c'est pour une offensive en 2025. Donc là, on parle d'une guerre sur le long, avec cette artillerie là, de 2 millions. Là, on est sur le registre de Deuxième Guerre mondiale en durée, là, je pense. Et donc, pour poursuivre cet effort-là, il faudra une forte mobilisation en Ukraine. Anastasia, vous avez passé du temps en Ukraine, vous avez une bonne connaissance du terrain. Au début, on l'a vu, la mobilisation était forte. Le président Zelensky avait été capable de convaincre les siens de mener cet effort de guerre. Mais à quoi ressemble la mobilisation aujourd'hui? Comment on la vit en Ukraine? Comment tout ça est perçu en Ukraine lorsqu'on demande aux gens là, de poursuivre cette guerre-là longtemps, comme le dit Dominique? Alors oui, pour revenir justement sur cette mobilisation initiale, il faut quand même préciser que ce n'est pas Zelensky qui a réussi à motiver la société, c'est la société elle-même s'est auto-organisée pour résister et donc participer à cet effort de guerre dès les premières heures de l'invasion russe. En l'occurrence, aujourd'hui, 2 ans après le début de la guerre, c'est plus difficile de faire le choix de s'engager déjà parce que au tout début de la guerre en 2022, on ne savait pas encore exactement à quoi s'attendre puisque même ceux qui étaient engagés déjà depuis 2014 avaient la connaissance de la guerre telle qu'elle se déroulait dans l'est du pays. Et on était sur un conflit de plus basse intensité, là où, à partir de 2022, la Russie utilise, y compris des armes chimiques, utilise des bombardements aériens. Et donc, en fait, on est sur une intensité de violence qui n'avait pas été celle post-2014. Donc, je pense... En l'occurrence, aujourd'hui, faire le choix de rejoindre l'armée, c'est aussi avoir pleinement conscience qu'on risque de mourir. Aujourd'hui, en Ukraine, on vit avec cette conscience permanente, ce sentiment que la vie peut s'arrêter à tout instant. Et tout le monde a des proches qui sont mobilisés sur le front, mais surtout les populations civiles, et j'y reviendrai plus tard, subissent des bombardements quasi quotidiens. Donc là, aujourd'hui, en ce moment, ce qui fait la une, on va dire, de l'actualité en Ukraine, c'est le projet de loi sur la mobilisation qui a été discuté au début du mois en première lecture au Parlement, qui prévoit notamment d'abaisser l'âge de la mobilisation de 27 à 25 ans, puisque justement, il y a un besoin de renforcer, en fait, de remplacer les effectifs qui sont présents sur le front, certains qui n'ont pas été démobilisés en fait déjà depuis 2 ans, ou n'ont eu qu'une semaine pour rentrer se reposer chez eux auprès de leurs proches. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même après avoir été blessés, justement parce qu'il y a un problème d'effectifs, contrairement à la Russie qui peut mobiliser des milliers de personnes, les soldats sont renvoyés sur le front. Et ça, c'est connu au sein de la société ukrainienne. En fait, les gens le savent que les soldats sont fatigués. Et donc, la question de la mobilisation est bien acceptée en Ukraine, généralement, je dirais, parce qu'il y a cette conscience que si jamais on ne résiste pas face à l'armée russe, en fait, c'est le pays qui va se retrouver complètement détruit. Donc, face à ça, il y a aussi des gens qui
choisissent de s'engager avant d'être convoqués, parce que dans le cas d'un engagement volontaire, les militaires, en fait, les civils qui s'engagent pour devenir militaires peuvent choisir leur affectation et donc éviter en fait de se voir assigner l'unité à laquelle qu'ils vont rejoindre. Et un autre aspect important de cette loi, qui est donc très soutenue en Ukraine, mais pas forcément à l'étranger, concerne en fait les hommes en âge et en condition d'être mobilisés, donc entre 18 et 60 ans, sans problème de santé, qui se retrouvent à l'étranger. Aujourd'hui, pour les Ukrainiens, il faut, donc dans le contexte de cette loi, ils doivent présenter les documents d'enregistrement, donc présenter qu'ils se sont bien présentés au bureau d'enrôlement militaire pour avoir accès au service consulaire. Et donc, en l'occurrence, je dirais que la mobilisation en Ukraine reste plus soutenue par la société que le fait de se cacher ou de fuir en fait cette mobilisation. Merci beaucoup. Simon et Louis, j'aimerais revenir sur un aspect qui a été abordé tout à l'heure, puis on en parle depuis tantôt. On dit que c'est une guerre, en 2024, mais une guerre conventionnelle, sanglante, des affrontements comme on en a vu avant dans l'histoire, tout ça. Alors qu'au début du conflit, il y a beaucoup de chercheurs qui disaient, étant donné les capacités russes dans ce domaine, qu'on pouvait s'attendre à vivre la première véritable cyberguerre de l'histoire, la vraie entre deux États qui recourent grandement à ces moyens-là pour se déstabiliser, pour se donner un avantage dans ce conflit-là. Mais là, on constate, on le dit depuis tantôt, que c'est un conflit, surtout une guerre, surtout conventionnelle. Comment se fait-il qu'on n'ait pas vécu, dans ce cas-là, connaissant les capacités russes, la première véritable cyberguerre comme telle? Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les moyens cyber soient davantage utilisés, peut-être par la Russie, au cours des prochains mois, des prochaines semaines, pour justement se donner cet avantage-là, ce edge-là, comme on pourrait dire en anglais? On va commencer par Simon. En fait, oui, il y avait dès le début beaucoup d'anticipation d'assister à ce qui allait être ce qui aurait pu être une première cyberguerre au sens légal du terme, ce qui est assez restrictif quand même, qui est l'utilisation d'une attaque cybernétique, d'un piratage par exemple, pour mener une déstabilisation d'infrastructures par exemple, qui engendrerait un niveau de violence similaire à une attaque conventionnelle. Donc, il faut dire que donc, par exemple, une attaque de missile à travers une déstabilisation d'infrastructures. Donc, l'utilisation du concept est assez restrictive. Ce qu'on a pu assister, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de cyberattaques qui ont été menées par la Russie. Mais contrairement à ce qui était anticipé, la cyberoffensive est peut-être moins efficace qu'imaginé. Les Ukrainiens ont été très, très efficaces pour se défendre, notamment avec l'aide de partenaires américains, Microsoft, entre autres, qui était un acteur majeur dans la défense cybernétique de l'Ukraine. Mais au-delà de cette dimension-là, donc de cyber, qui reste encore aujourd'hui présente, je vous ai dit, on n'est pas dans une cyberguerre, mais les cyberattaques sont monnaie courante de la part de la Russie vers l'Ukraine, et inversement, même si on en parle moins, de l'Ukraine aussi vers la Russie. Mais ce qui est aussi important de penser, c'est, je crois, l'univers numérique au-delà d'une lunette restrictivement cyber, c'est-à-dire des attaques sur le réseau. Parce que ce que la guerre nous révèle, en fait, c'est que les technologies numériques, l'Internet, est omniprésent dans ce conflit-là. Et il y a de trois façons, en fait, de trois grandes utilisations importantes des technologies numériques qui ont cours actuellement. La première, c'est un déploiement en temps de guerre de l'intelligence artificielle. Donc, l'État ukrainien reçoit du soutien de la compagnie américaine Palantir pour être capable de faire de l'analyse de renseignements. Et avec cette analyse de renseignements de plus en plus massif, que de renseignements de satellites, d'informations de données, donc qui va lui permettre à l'État ukrainien de faire de l'identification de cibles, par exemple, et de la maximisation de frappes. Déployer une espèce de Uber, en fait, savoir quelle unité est le mieux placée pour être capable de mener une attaque sur la cible identifiée. Donc, l'intelligence artificielle se répand. En fait, c'est pas juste quelque chose du futur, c'est pas juste ChatGPT qui va peut-être arriver, mais l'intelligence artificielle est en cours, est utilisée actuellement
dans la guerre. Elle est aussi utilisée sous la forme de la reconnaissance faciale, par exemple, pour être capable d'identifier les soldats russes qui pourraient mourir. Et ensuite, l'État ukrainien utilise cette information-là pour faire de la propagande, si on veut, du côté russe, en informant les membres de la famille pour dire, mais vous voyez, la guerre se passe pour de vrai et vos membres de votre famille meurent. Et nous pouvons le déterminer. Donc, l'intelligence artificielle est hyper présente. Louis a parlé des drones aussi, de la présence des drones qui sont très, très présents. Mais il faut penser ici, les drones, moins comme on l'a imaginé ou comme on l'a vu dans la guerre en Afghanistan, ces grands appareils-là qui ressemblent à un avion de chasse. Les drones aujourd'hui, qui sont en nombre énorme, l'État ukrainien prévoit construire de 1 million à 2 millions de drones dans l'année 2024. Mais c'est des tout petits drones commerciaux qui valent entre 300, 400, 500 $. Donc, on n'est pas dans des chiffres astronomiques, mais qui vont permettre, en fait, à faible coût, d'être capable d'aller faire une attaque ciblée. Donc, plutôt qu'utiliser des obus, de cibler les attaques, ça coûte pratiquement rien et ça permet en même temps de collecter de l'information qui peut être transmise ensuite du renseignement, qui peut être transmis à l'État central pour faire justement une meilleure analyse des cibles, mais aussi ensuite qui peut être recyclé dans les médias sociaux pour faire de la construction de récits de guerre. Montrer, voici l'efficacité des forces ukrainiennes. Nous sommes capables, et vous le voyez en fait, vous le voyez parce qu'on a cette caméra-là en first-person view, qu'on dit à la première personne, qui va aller frapper et faire exploser, par exemple, un tank russe. Donc, on a cette rencontre-là de l'intelligence artificielle, du drone et des médias sociaux, qui est la troisième grande technologie numérique qui vient pas monopoliser, mais occuper une grande partie de cette guerre-là. Je vais m'arrêter ici pour laisser à d'autres la chance de parler. Très rapidement, je pense que la leçon, c'est que, comme l'a mentionné Simon, le cybernétique est un complément. Dans un conflit ouvert, déclaré, le cybernétique est un complément, mais pas un substitut au kinétique. Le kinétique, bien ça, c'est l'explosif. Alors, prenez un exemple concret, là. Vous avez un bateau russe. Il y a eu une époque où les gens disaient on va hacker le bateau russe, on va désactiver le système de navigation et donc il va être neutralisé. Ça, c'est un scénario. L'autre scénario, tu envoies 4-5 drones maritimes qui rentrent dedans, font sauter le bateau, qui coule par 300 pieds de fond. Morale de l'histoire, le kinétique fesse pas mal plus que le cybernétique. C'est ça la morale de l'histoire. Alors, dans un conflit ouvert, bien, c'est les deux qui sont utilisés. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de cybernétiques mais qui ne font pas les médias. Puis quand on voit un conflit ouvert, bien, qu'est-ce qu'on voit sur YouTube puis sur les vidéos? C'est les explosions, les bateaux qui coulent puis tout ça. On voit moins les attaques cyber. Mais les deux sont très présentes. Mais encore là, le cybernétique, c'est surtout utile dans les conflits non déclarés, les conflits hybrides, la zone grise, manque d'imputabilité, une forme d'harcèlement. Mais dans les conflits ouverts où il y a deux armées qui s'affrontent, oui, c'est utile, mais pas autant que le kinétique. Merci beaucoup, Louis. Jean-Philippe et Justin, on le sait, le sort de l'Ukraine va beaucoup dépendre de l'appui des alliés. Et il y a deux alliés importants tout près de nous. Un où on se trouve en ce moment, qui est le Canada, et il y a les États-Unis. Je veux vous entendre un petit peu sur les perspectives de soutien là, de la part des États-Unis et du Canada à l'Ukraine pour la suite des choses. On s'en souvient, en mars dernier, Justin Trudeau et Joe Biden se sont rencontrés à Ottawa et ils ont dit, je cite, « On appuiera l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra ». Quelques semaines après ou quelques mois après, Biden a dit, on va appuyer l'Ukraine aussi longtemps que ce sera possible. La dynamique politique a pas mal changé à Washington. Donc, je veux vous entendre sur à la fois les perspectives d'appui américaines et canadiennes à l'Ukraine à moyen et long terme. Qu'est-ce que vous entrevoyez? On va commencer par Charles-Philippe. Et là, c'est moi qu'il faut qu'il commence là-dessus. C'est un peu déprimant, je vous le dis franchement. Là, je voudrais amener de bonnes nouvelles, mais ça va être difficile. Mais je pense que, bon, Justin va s'occuper du Canada. C'est guère plus encourageant. Faudrait que quelqu'un quand même parle de l'Europe, parce que je pense que joue un rôle très important, probablement même plus qu'on l'avait anticipé il y a un an. Écoutez, je pense qu'ils ont eu raison de dire ce qu'ils ont dit, parce que dans le cas de Biden, je te laisserai voir pour l'autre Justin, mais dans le cas de Biden, je pense qu'il croit sincèrement, il a une conviction profonde, et là-dessus, pour moi, il a exercé un leadership exemplaire. Alors, j'accepte ces troubles cognitifs en échange
de cette vision très engagée, je dis ça à la boutade, vous comprenez que cette vision très engagée de Biden, de dire, c'est un moment presque trumanesque pour les plus anciens d'entre nous, là, qui m'excluent, de dire, à un moment donné, il faut se lever debout et ce qui arrive en Ukraine, ça pourrait nous arriver, ça pourrait arriver à nos alliés, et je m'engage à aider l'Ukraine jusqu'au bout. Bon, ça allait bien, honnêtement, jusque déjà aux élections de mi-mandat, et puis ensuite, la campagne présidentielle qui a commencé il y a 9 mois, a commencé à faire un peu déraper le projet de Biden. Alors, donc, j'imagine qu'il y a 2 sous-sujets dans mon sujet. Le premier, c'est déraper jusqu'à quel point. J'étais moi-même quand même optimiste qu'avant Noël, ils arriveraient à s'entendre sur quelque chose. Et là est arrivé ce qui est la pire chose qui peut s'arriver en politique étrangère, mais qui est une réalité. C'est la jonction de 2 fusibles qui se rencontrent et qui font exploser le système électrique. J'appelle ça la politique extérieure et la politique intérieure. Et là, les républicains à la Chambre des représentants, le mouvement profond auquel tu fais allusion, qui, je pense, n'est pas, au fond, si profond que cela, mais Trump le rend profond parce que nous l'a vendu comme un mouvement profond. De dire on n'appuiera pas les projets d'aide militaire économique, d'aide militaire surtout, à l'étranger si on n'a pas une réforme de l'immigration. Et quand le Sénat des États-Unis, avec l'aide de l'administration Biden, est arrivé à un projet de loi que Mitch McConnell, le leader de la minorité républicaine au Sénat, et évidemment le leader de la majorité, Chuck Schumer, ont dit, mais c'est un bon projet, sont tombés d'accord pour faire passer ce projet de loi. En passant, en parenthèse, je sais bien que ce n'est pas notre sujet, mais il faut quand même le dire, projet de loi des plus sévères de l'histoire des États-Unis pour contrer l'immigration illégale. Là, vous ne pouvez pas trouver un projet plus dur que ça. Je vous assure que si Trump avait été l'auteur de ce projet, il se vanterait d'avoir fait le projet le plus dur et le plus historique possible contre l'immigration illégale. Mais comme c'est Biden, évidemment, il fallait qu'il s'y oppose. Et là où le bas blesse, donc, c'était une victoire, et ça a été une victoire à l'arraché aux petites heures du matin en passant au Sénat pour au moins appuyer le projet d'aide à l'Ukraine de 60 quelques milliards de dollars, plus 30 pour Taïwan, pour Israël et d'autres choses, qui faisait un projet de... C'est pas rien, 90 milliards de dollars. Ma foi du Saint-Ciel, c'est quoi, c'est 2 tiers du budget canadien? Je sais pas. Ça a échoué à la Chambre des représentants, et même pas parce qu'il y a eu quelconque négociation, parce que Mike Johnson... évidemment, a trop peur de perdre encore lui aussi son poste. Il ne suffit que d'une Marjorie Taylor Greene pour se lever en disant « Je conteste votre poste ». Imaginez un peu, sur 435 représentants, pour mettre en cause le poste qu'occupe Mike Johnson, pour qu'il refuse de présenter donc ce projet de loi. Et à cause de qui? Ben, vous savez qui a dit accepter un tel projet, alors qu'en théorie, ce projet dépasse presque même les attentes de Donald Trump. Accepter ce projet serait pire que de ne rien accepter. C'est quand même le monde à l'envers que les démocrates donnent aux républicains ce qu'ils veulent en politique intérieure pour obtenir ce qu'ils veulent en politique étrangère, pour que les républicains leur disent à la Chambre des représentants, non merci. Et ça dépasse le mouvement Trump parce que même ceux et celles qui sont pas qui ne sont pas MAGA, Make America Great Again, qui ne sont pas MAGA au Sénat des États-Unis, ont eu peur de voter en faveur de cette loi parce qu'eux-mêmes vont en réélection, eux-mêmes ont des primaires et ne veulent pas subir le contre-coup d'un mouvement contre eux par les Trumpistes dans leur État. Et ce que je viens de dire vaut pour la Chambre des représentants encore plus, puisque tout le monde est réélu, comme vous le savez, vous ne le savez pas, comme aux 2 ans. Donc, on s'en va en réélection complète de la Chambre des représentants, alors on a peur de Trump. Alors, Joe Biden, je pense, espérait qu'il gagne. Bon, force est d'admettre qu'on est rendu fin février. Je ne me prononcerai pas, je ne sais pas quelles sont encore les chances de sauver cette loi. Et c'est sûr que Zelensky regarde ça en se disant « My God ». Sans l'aide américaine, l'Ukraine va être en très sérieuse difficulté pour l'année 2024 auquel tu fais référence. Et je serais bien en peine de vous dire dans 1 an, quand on fera le bilan de l'an 3, qu'est-ce que ça aura produit, surtout si
Trump revient à la Maison-Blanche dans la deuxième version qui sera encore bien plus différente et plus dangereuse que la première version, selon, enfin, ce que tout le monde affirme et qui observe Donald Trump. L'autre aspect de la question, c'est je pense qu'on ne peut vraiment, je souhaite personnellement que Biden soit réélu. Hein? Sa mission dans la vie, là, c'est de rester en vie jusqu'au 6 novembre 2024. Après ça, il a le droit, s'il le souhaite, j'insiste sur s'il le souhaite, de s'en aller, d'une manière ou d'une autre. Et là, à ce moment-là, c'est Kamala Harris qui, normalement, devrait lui succéder si les démocrates sont réélus. Ça assurerait une certaine stabilité, bien sûr, quand même, pour l'avenir des relations avec l'Ukraine, mais ça ne veut pas dire pour autant que tous ces projets d'aide financière, militaire, surviendraient. Je voudrais conclure sur une chose, parce qu'il y a peu de temps. Je pense que Joe Biden devrait réfléchir sérieusement sur remarquez qu'on en parle peut-être, la stratégie de sortie de cette guerre. On peut commencer à l'aborder, il n'y a pas de problème. On peut commencer à l'aborder? OK. Je pense qu'il faut commencer à y réfléchir, parce que ainsi va Washington, ainsi ira le reste. Sans la péremptoire, ce que je dis là, mais on n'est pas trop loin de la vérité. Et si l'administration Biden, qui compte sur des gens bien brillants, comme le conseiller de la Sécurité nationale Jake Sullivan, le secrétaire d'État Anthony Blinken, et c'est vrai ce que je dis dans d'autres dossiers, je vous laisse deviner lesquels ou lequel, faisait preuve d'un petit peu plus d'imagination. Sortir de la boîte et penser à une stratégie de sortie qui serait dans l'intérêt des États-Unis et dans l'intérêt de l'ordre international, pour l'instant, malgré le Sud global et malgré la multipolarité et ainsi de suite, mène encore ou peut espérer mener encore les États-Unis. Une telle stratégie de sortie pourrait, par exemple, et là je vais me faire provocateur parce que je trouve qu'on est trop zen. On est trop plate, attends. Vas-y. OK, je peux rocker la place un peu? OK. J'envisagerais sérieusement de dire à l'Ukraine, il pourrait le faire au Parlement à Kiev, je vous ouvre la porte de l'OTAN. Et là, c'est sérieux, là. Et je le ferai. Et je n'aurai pas peur de Poutine. Si on a peur de lui maintenant, on aura peur de lui encore plus dans quoi? 2, 3, 4 ans? On en discutait, Justin et moi. On a beaucoup craint, et la population beaucoup craint, avec raison. Là, je ne suis pas en train de minimiser ça du tout. Je sais qu'on en a répondu à des questions là-dessus. La crainte de l'usage ou le recours à une arme nucléaire. Il ne l'a pas fait. Je pense qu'à un moment donné, là, il faut prendre le taureau par les cornes et affirmer, je ne suis pas le seul à le dire, l'ancien secrétaire général de l'OTAN l'a dit ce matin, Rasmussen, au sommet à Washington de juillet, on ouvre officiellement la porte de l'OTAN à l'Ukraine. Qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire? Cela pourrait peut-être envoyer le message, un pour tous, tous pour un, la partie que l'Ukraine a présentement sera entièrement protégée par la trentaine de pays membres de l'OTAN actuels, compris le Canada. Ce serait un engagement ferme. Ne rêvez pas d'aller plus loin que la Crimée, le Donetsk et le Donbass. Et coudonc, si ça prend la méthode bien éprouvée de la... Hélas, je suis d'accord, hein, je ne suis pas obéi des bisounours, là, hein. La frontière militarisée entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, pour les plus anciens d'entre nous, eh bien, les forces de l'OTAN seront déployées pour préserver le territoire et l'intégrité du territoire ukrainien tel qu'il est actuellement. Et je le ferai. Ben, merci, mais c'est pas... Vous comprenez que j'ai aucune influence là-dedans. Mais je vous le dis avec beaucoup de sincérité, là, si j'étais dans les couloirs de la Maison-Blanche, je pense que j'argumenterais à mort au point où Joe, peut-être fatigué, dirait « Oh! » Mais je crois que c'est un moment où la diplomatie américaine devrait poser... Il y a un autre dossier comme ça où elle pourrait, mais là, on n'est pas ici pour parler de ça, mais vous sachez que je ne fais pas 2 poids, 2 mesures. OK? On n'a pas le temps de parler de l'autre dossier. Revenons pour en parler si vous voulez. Je pense que c'est un moment où il faudrait s'engager pour une défense stratégique de l'Ukraine. Et je conclue là-dessus, là. Un peu à l'instar de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Allemagne de l'Est. Soyons donc aussi patients que Vladimir, le dictateur, comme à l'époque, que les gens du Donbass, du Donetsk, peut-être même de Crimée, regardent par-dessus cette frontière
artificielle, j'en conviens, hein? On s'est compris que ça, c'est pas... Je comprends bien que l'intégrité de l'Ukraine ne serait pas complète, là, mais regarde par-dessus la frontière puis vois combien ça se passe bien, peut-être, de l'autre côté. Parce que j'ai mentionné l'OTAN, je ferais pareil avec l'Union européenne. Les gens ont l'air d'être beaucoup mieux, de bien vivre et de prospérer. Nous, pendant ce temps-là, on dépend d'un pays qui, franchement, nous traite comme de la chair à canon et pour lequel il y a peu d'espoir de progrès économique. À terme, qu'est-ce que ça ferait, ça? J'aurais bon espoir qu'à un moment donné, ça pourrait déstabiliser le régime russe. En tout cas, le message aussi que vous enverriez à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Suède, à la Finlande, à la Pologne, c'est vraiment le un pour tous, tous pour un. Et je le ferai. Je le ferai sans hésiter. Et comme on dit en anglais, I would call the bluff from Putin anytime. Et évidemment, si Trump gagne la présidentielle, On oublie on oublie tout ça. Mais c'est bien, Jean-Philippe, tu as mis la table pour le dernier thème qu'on voulait aborder durant cette activité d'aujourd'hui, c'est-à-dire les scénarios les plus probables, quels sont les scénarios de sortie de crise, comment ça risque de se terminer tout ça. Je vais vous inviter à répondre à ces questions-là après que Justin nous ait dit quelques mots sur le rôle du Canada. Et bon, qu'est-ce qui arrive si, disons, les États-Unis cessent d'appuyer l'Ukraine? Qu'est-ce qui se passe à Ottawa et qu'est-ce qui se passe en Europe aussi, Justin? Ouais. Bien, les deux questions sont liées, je vais les lier. Parce qu'évidemment, je suis d'accord avec ce que Jean-Philippe disait. C'est ce que j'écrivais l'an dernier, juste avant le sommet de Vilnius, qu'on aurait dû inviter à ce moment-là l'Ukraine à joindre l'OTAN. Ça nous coûterait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Mais revenons en arrière pour voir si c'est possible. Alors, quand on compare l'aide américaine à l'aide du reste, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique du Nord et quelques pays occidentaux à l'extérieur de cette zone-là, le reste donne la moitié de ce que les États-Unis donnent essentiellement. Donc, si vous enlevez l'aide américaine, les 60 milliards américains, c'est très difficile pour l'Ukraine. Présentement, on voit qu'il y a une augmentation de la volonté européenne de produire plus et de donner plus. Mais quand on les additionne, ça donne la moitié du 60 milliards. C'est 8 milliards promis cette année par l'Allemagne, c'est 3 milliards par la France, c'est 3 milliards par le Royaume-Uni, quelques autres centaines de millions de dollars par la Suède, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège. Tous ces pays donnent plus que le Canada, incluant le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège, qui sont plus petits que le Québec. Alors, comptez pas sur le Canada. Nous, on a projeté 343 millions l'année prochaine pour donner. Peut-être qu'il y aura une autre annonce. Mais quand on fait une annonce, finalement, c'est pour plusieurs mois, sinon plusieurs années passées. Cette semaine, on annonçait les 800 drones là, que le Canada veut donner d'ici les prochains mois à l'Ukraine. Ça, c'est sur l'enveloppe de l'an dernier. C'est pas de nouvel argent. En janvier 2023, le Canada annonçait un système de défense antiaérien à donner à l'Ukraine. Il n'est pas arrivé encore. Et ça, on le comptabilise dans l'aide qu'on a donnée. On ne l'a pas donné, il n'est pas arrivé. Il va arriver peut-être à la fin de la guerre. Et nous autres, on n'en a pas. Et nous autres, on n'a pas. Il ne faudrait surtout pas en donner aux Forces armées canadiennes pour qu'ils puissent se défendre. Alors, c'est sûr, et ça va nous coûter plus cher, évidemment, de déployer des troupes en Lettonie, là où les forces canadiennes sont déployées, pour les protéger en cas d'une victoire russe en Ukraine, que de donner cet argent-là à l'Ukraine pour qu'elle combatte les Russes. Donc, dans ce contexte-là, c'est difficile, sans l'aide américaine, de penser que c'est possible de faire une différence. Le seul avantage, le seul atout que l'Occident peut, quand ce n'est pas la masse ou le volume, comme l'armée et l'industrie russes sont capables de faire, c'est sur sa supériorité technologique. C'est là qu'il faut miser. Parce que les avancées technologiques occidentales sont beaucoup plus grandes. Donc, par exemple, dans le cyber, la guerre électronique américaine est beaucoup plus avancée que celle des Russes. Et c'est ça qui permet notamment de se défendre contre des drones en détruisant les signaux qui leur sont envoyés pour qu'ils puissent opérer. Ça, c'est une capacité qu'on peut leur redonner. On travaille à former des pilotes d'avions de chasse ukrainiens sur des F-16 occidentaux, que le Danemark, notamment les Pays-Bas, veulent offrir en collaboration avec le Canada, qui ne possède pas de F-16 aussi. Mais les F-16 ne pourront pas assurer une supériorité aérienne aux forces ukrainiennes parce qu'ils ne seront pas capables de pénétrer les défenses antiaériennes, les S-400 russes. Ce n'est pas une technologie assez avancée. Tout dépend des missiles qu'on va leur donner, s'ils seront, eux, capables de percer ces défenses-là, mais en quelle quantité? Parce qu'à nouveau, on revient au problème de la quantité. Alors que si on avait offert des capacités supérieures, des avions de 5e génération, par exemple, qui seraient capables de faire une différence qualitative, à défaut d'être quantitative,
on pourrait donner justement les moyens à l'Ukraine de possiblement faire une différence sur le champ de bataille, mais ce sera difficile vu le type d'attaque que les Russes mènent avec la masse. Alors, la stratégie actuellement de l'Ukraine, c'est une défense active en profondeur, c'est-à-dire qu'il va falloir utiliser le territoire pour absorber les assauts russes pour en tuer le plus possible. Et ça, ici, ça pose un problème majeur pour l'Ukraine parce qu'elle doit faire ce que les Russes ont fait qui a empêché la contre-offensive ukrainienne de gagner du terrain, c'est qu'elle a mis des mines partout. Parfois 5 mines au mètre carré. Donc ça saute. Si les Ukrainiens font ça, ce qu'ils font, autrement dit, c'est qu'ils disent aux Ukrainiens de l'autre côté de la ligne de front, sous occupation, on ne pense pas venir vous libérer. On est plutôt dans la perspective de défendre ceux qui restent. C'est psychologiquement difficile quand on veut libérer son peuple d'une occupation étrangère, qu'on sait ce qui se passe avec les enfants ukrainiens qui sont kidnappés, qui sont déplacés et les massacres qui sont commis à l'endroit des Ukrainiens qui résistent. Alors, cette défensive-là en profondeur risque d'être difficilement mise en place par l'Ukraine, mais c'est difficile d'envisager qu'il y ait une meilleure alternative à court terme. Dans ce scénario-là, si on regarde les conséquences en termes de perspective de paix, ni une victoire décisive de l'Ukraine n'est possible, absolument pas, mais ni non plus une victoire décisive de la Russie. C'est ce que je disais au départ, la victoire stratégique n'est pas atteinte, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas prendre Kiev et contrôle de l'ensemble, la totalité du territoire ukrainien. Il reste 2 autres choix. Dans l'histoire, il n'y a pas d'autre perspective, soit un conflit gelé, soit une zone tampon. OK? Oui, suite à une négociation, il y a 2 options qui sont possibles. Une zone tendue, un conflit gelé, style Corée du Nord, Corée du Sud, où vous avez 2 armées extrêmement mobilisées au cas d'une future agression potentielle de l'un ou de l'autre. Et ça impliquerait, du côté de l'OTAN, d'offrir effectivement le membership, donner des armes, faire la formation des soldats ukrainiens et empêcher une future agression russe. Ça coûterait extrêmement cher au Trésor canadien, européen et américain pour ce faire. Mais ça, pour l'obtenir, il faut que les Ukrainiens puissent négocier en position de force pour l'imposer à Vladimir Poutine, qui ne va pas accepter un armistice armé du côté ukrainien. Il souhaite un désarmement de l'Ukraine. Deuxième alternative, si l'Ukraine négocie en position de faiblesse, ce qui est possible selon l'aide américaine, son essoufflement et la possibilité d'avoir un Donald Trump à la présidence, ou un Congrès qui bloque, un président démocrate ou une présidente démocrate, c'est une zone tampon. Une zone tampon, ça veut dire une Ukraine désarmée, ça veut dire une Ukraine neutre, et ça veut dire une Ukraine qui s'expose à une future agression russe, comme c'était le cas avec les accords de Minsk 1 et 2 de 2014-2015, qui ont amené l'agression ensuite russe plus avant. Cette situation-là, la seule façon qu'on peut l'empêcher, une future agression dans des perspectives comme ça, c'est d'avoir une intervention d'un tiers parti, une force des Nations unies, une force de l'OSCE, une force de l'OTAN. C'est très peu probable, bien sûr, compte tenu du droit de veto russe au Conseil de sécurité des Nations unies. Et s'il y a une intervention de l'OTAN, on est plus dans le scénario d'un armistice armé, d'un conflit gelé, que dans une zone de tampon désarmée. Mais on ne peut pas exclure cette possibilité-là de la discussion académique qu'on peut avoir aujourd'hui, compte tenu des circonstances qui se passent présentement à Washington. Merci, Justin. Il nous reste une quinzaine de minutes avant la période de questions-réponses. Je donnerai l'occasion à Anastasia, Dominique, Simon et Louis de rebondir sur ce qui vient d'être dit et de nous dire quelques mots sur justement les scénarios probables, les scénarios de sortie de crise, comment ça risque d'évoluer, de se terminer, si ça peut se terminer cette histoire-là. Quelqu'un veut y aller? Veux-tu y aller? Anastasia. Alors, en tout cas, bon, de la perspective de la société ukrainienne aujourd'hui, on s'attend à ce que la guerre dure quand même assez longtemps. C'est-à-dire le fait de négocier avec la Russie le maintien de l'occupation des territoires déjà occupés, passe très très mal à cause on va dire de la souffrance engendrée par cette situation, et aussi sur un plan beaucoup plus pragmatique, l'absence de garantie que la Russie ne va pas profiter du maintien de troupes de forces russes sur le territoire pour avancer encore plus vers la capitale et
essayer de prendre le contrôle de l'entièreté du territoire qui était le plan initial. Donc, les Ukrainiens aujourd'hui demandent des garanties de sécurité solides pour que, justement, comme cela a été dit, le scénario post-2014 ne se reproduise pas. Car en 2014, c'est exactement ce qu'on avait dit. On avait trouvé un moyen, une forme de consensus pour éviter que la situation s'embrase et donc une escalade. Or, finalement, c'est ce qui s'est passé. Donc, toute forme de négociation est soumise à des garanties pour l'Ukraine. Merci beaucoup. Dominique? Alors, 1994, donc ça fait 30 ans. Ça va faire 30 ans au mois de décembre, novembre-décembre. L'Ukraine signe le mémorandum de Budapest avec la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie pour accepter de donner, de se libérer de toutes ces armes nucléaires, parce que l'Ukraine post-soviétique était devenue instantanément la 4e puissance nucléaire au monde, en retour de la reconnaissance de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Bon, il n'y avait pas d'article 5, mais tout de même, il y avait cette reconnaissance de la Russie. Dans un contexte où l'Ukraine, en termes de sa capacité à l'époque, n'aurait pas pu garder les armes nucléaires. Elle n'aurait pas pu. Gros débat sur ça, mais elle n'aurait pas pu. Donc, position de faiblesse, et pour pouvoir aussi, finalement, obtenir le support particulièrement américain et tout. 2014, la Russie piétine ces accords-là et annexe la Crimée. Supposément parce qu'il y a soudainement un gouvernement fasciste à Kiev, puis bon, tout ça, ça ne tient plus. Premier précédent. Deuxième précédent, Anastasia l'a mentionné, il y a les accords de Minsk. Dans un contexte, là, on parle, septembre 2014, puis surtout février 2015. Dans un contexte où, il y a la guerre à l'Est, au Donbass, mais l'Ukraine n'a pas vraiment d'armée. C'est le jour et la nuit par rapport à maintenant. Elle n'a pas vraiment d'armée. Et les très, très, très braves Ukrainiens qui se battent n'ont pas vraiment de formation militaire, sont dans les bataillons de volontaires. Anastasia a écrit beaucoup sur ça dans sa thèse. Et lorsque la Russie finit par envoyer à 2 reprises des divisions régulières, c'est la boucherie. L'Ukraine est incapable de faire face à des unités régulières de l'armée russe, plutôt que des bataillons de volontaires pro-russes, etc., là, dans le contexte de l'insurrection. Accord de Minsk. Encore une fois, l'Ukraine est dans une position de manque de capacité. Les accords de Minsk, c'était on oublie la Crimée. C'est même pas dans les accords de Minsk. On n'en parle même pas. Mais on reconnaît l'intégrité territoriale de l'Ukraine parce que tous les accords de Minsk tournent autour de cette notion d'autonomie, même si le mot n'était pas utilisé, mais ça voulait dire ça. Autonomie du Donbass dans une nouvelle Ukraine, etc. Bon. Et bon, les accords sont allés nulle part. Et on sait ce qui est arrivé en 2022, reconnaissance des républiques fantoches et puis guerre à haute intensité. Lorsqu'on parle de négociation, est-ce que l'Ukraine est prête à négocier pour la paix? Ça fait 2 ans qu'on entend le discours, mais là, le discours se fait peut-être de façon plus pressante parce que ça va mal sur le front en Ukraine. Il y a des revers, la contre-offensive a foiré. Très rapidement, il y a un sondage qui vient de sortir au niveau de l'Europe où on pose la question, pensez-vous que l'Ukraine va gagner la guerre, la Russie va gagner la guerre, ou, option numéro 3, il va y avoir un compromis territorial. Et puis, pour résumer en gros, là, sur 6 personnes, il y en a 1, l'Ukraine va gagner la guerre, 2, la Russie va gagner la guerre, puis 3, compromis territorial. Mais ça veut dire quoi, un compromis territorial? C'est ça. On négocie quoi exactement? Que l'Ukraine, en position de faiblesse, n'est plus capable de reprendre ses territoires. On oublie Donbass puis Crimée, mais même Zaporizhia, le sud de Zaporizhia puis le sud de Kherson, qui était l'objectif principal de la contre-offensive. Donc, position de faiblesse. OK, vous ne pouvez pas reprendre les territoires, alors on va accepter, ça c'est le compromis territorial. En retour de quoi? De toute évidence, il y aurait un amendement aussi à ça, c'est probablement la neutralité de l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas faire partie de l'OTAN. L'Ukraine doit être démilitarisée parce que, bon, c'est l'objectif de la guerre, démilitarisation, dénazification. Mais en retour de quoi?
Là, je dis hypothétiquement, si les Ukrainiens seraient prêts. Ils ne sont pas prêts à négocier, évidemment pas. Mais s'ils étaient prêts, en retour de quoi? Dans un contexte où la Russie, 2 fois, a piétiné des accords qu'elle a signés sur la reconnaissance des frontières de l'Ukraine, qui est le socle même de l'ordre international des Nations unies. Pour le meilleur et pour le pire, c'est le seul principe qui tient, ou qui est accepté. En retour de quoi? Puisque ce qu'on appelle en sciences politiques, il y a un commitment problem. Hein? Il n'y a plus de confiance. Parce que la Russie a bafoué, a bafoué ce principe-là 2 fois, au point de lancer une guerre d'agression. C'est ça le problème. C'est bien beau de négocier, mais en réalité, il n'y a aucune garantie que si l'Ukraine, en position de faiblesse, acceptait « OK, on va avoir un cessez-le-feu tout le long de la ligne du front », il n'y aurait plus de bombardement sur Kherson, Zaporizhia ou sur la flotte de la mer Noire. Aucune garantie que la Russie ne va pas continuer d'attaquer, puisque c'est exactement ce qui est arrivé depuis 2014. C'est ça le problème. Charles Philippe nous donne la solution miracle, très espérée, qu'on en vienne finalement, que ce soit les soldats de l'OTAN avec les Ukrainiens qui défendent ce qui reste de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je pense que... Mais ça n'exclut pas continuer de fournir l'Ukraine en armes et tout. Hein, c'est pas... Oui. Du tout, là. Hein, mais je pense que la dynamique qui se dessine, au-delà même du résultat de l'élection, qui serait évidemment l'élection américaine. L'élection américaine, le retour de Donald Trump serait catastrophique à tout point de vue, là, même pour l'avenir de la démocratie américaine, etc. Mais c'est très clair, et je pense que cette très, très dure réflexion commence à se faire là, de façon assez profonde en Europe, que l'Europe ne peut plus compter sur les États-Unis pour sa défense. Et donc, si la guerre en Ukraine est un danger réel pour la sécurité de l'Europe, puisque la perception étant que Poutine ne va pas s'arrêter. C'est pour ça que la Finlande, très rapidement, puis la Suède ont viré capot après 70 ans ou 300 ans de neutralité. Elle devra la faire seule, avec les Américains en bonus. Mais c'est la nouvelle tendance. Et là, je pense qu'on se dirige donc vers une espèce d'éclaircissement de ces fameuses garanties de sécurité qui sont largement européenne, puis là, c'est le Canada peut soudainement se joindre à l'Europe. Mais évidemment, le Canada en profite là, de la proximité, etc., mais ça, c'est un autre sujet. Charles-Philippe, donc Dominique a parlé de choses que tu as dites, donc je te permets de rebondir rapidement. Juste un point, j'aimerais qu'on arrête de parler de neutralité, surtout qu'il y a 2 pays qui l'ont abandonné formellement alors qu'ils croyaient, telle une religion, que c'était la meilleure posture de défense possible pour ces pays-là. 300 ans pour la Suède. Alors, ça n'a aucun sens de parler de neutralité dans le cas de l'Ukraine et ce serait de remettre le problème encore à plus ou moins tard qui surviendrait de nouveau et ça enverrait un très mauvais message à d'autres pays aussi qui regardent tout ça. Ils sont tout petits peut-être, mais écoutez, la Moldavie, je ne sais pas, pensez à la Géorgie qui dirait, c'est quoi ça? Donc, l'avenir, c'est d'être nul pour pas déplaire à Vladimir Poutine. Moi, je ne suis pas d'accord avec la neutralité, mais je sais que ce n'est pas ta position. Mais ça a été évoqué tellement souvent il y a 2 ans. Ah, ben si on avait été d'accord de déclarer l'Ukraine neutre, ça ne serait pas arrivé. Je pense que ça, c'est complètement... Si tu me laisses 10 secondes... Puis... 10 secondes. C'est parti! C'est parti! C'est parce que Poutine l'a répété avec Tucker Carlson, là. Oh. Ou plutôt devant Tucker Carlson, le mythe qu'il y avait pratiquement une entente en mars 2022 entre l'Ukraine et la Russie au début de la guerre. Le gros bémol, là, c'était les garanties de sécurité que l'Ukraine demandait à la Russie et à 20 autres pays de l'OTAN qui n'ont jamais été clarifiés, mais qui sont en train de se clarifier justement de façon bilatérale maintenant avec les gros pays de l'OTAN. Évidemment qu'il n'y avait pas d'accord de la Russie. Puis on le dit, hein, l'an dernier, je me souviens qu'on l'a dit, quand Emmanuel Macron s'est assis dans cette, n'est-ce pas, le sommet de la longue table, hein, était tellement gigantesque cette table-là qu'on n'était pas capable de voir les 2 personnages bout en bout pour le dernier dialogue possible et le dernier accord possible sur la question dont on n'a pas d'ailleurs le contenu de la communication. Je suis convaincu que Macron a offert à Poutine des conditions de sécurité qui auraient éviter la guerre du point de vue de Macron, mais voyez, ça ne l'a pas évité. Et je suis à peu près certain que dans ces conditions-là, il y avait peut-être effectivement la neutralité de l'Ukraine. Alors, ça vous en dit long sur
les perspectives de négociation. C'était une grande table comme la nôtre. Donc, on va aller au bout là-bas. 4 fois plus grande que celle-là. Et Louis Simon, enfin, c'est votre... Je ne veux pas jouer le rôle d'Emmanuel Macron ici, là, à la table. Deux petites choses. Comme vous tous, je ne souhaite absolument pas la réélection de M. Trump à la Maison-Blanche pour une longue liste de raisons qu'on connaît tous. Ceci étant dit, je regarde le scénario, ce que j'appelle le scénario le dernier carré. Le dernier carré, c'est les États-Unis se retirent, Trump est élu, ne supporte plus l'Ukraine. Le dernier carré reste l'Ukraine avec ses alliés européens. Qu'est-ce qui se passe dans ce scénario-là? Est-ce que l'Ukraine peut continuer de survivre du point de vue politique? Selon moi, oui. Le scénario de reconquête, de contre-offensive, de reprendre les pays, les territoires occupés, non, peut pas. Probablement pas. Mais est-ce qu'avec l'aide de l'Europe, l'Ukraine peut survivre militairement, politiquement, culturellement, pendant encore plusieurs années? Selon moi, oui. Ils n'ont pas une capacité de contre-offensive très forte, mais ils peuvent se défendre. Et s'ils continuent d'avoir la mobilisation de la population, je pense qu'ils peuvent continuer. Je vous donne un autre scénario qui est dans la catégorie Beware what you wish for. Si Trump est élu, coupe les liens avec l'Ukraine pour toutes sortes de raisons. Le bonhomme est tellement imprévisible. Alors, il va avoir, évidemment, les réjouissances, les célébrations au Kremlin et dans les élites russes. Il pense que la guerre est finie. Bon, attends. La guerre continue. L'Europe continue de supporter l'Ukraine. L'Ukraine continue de se battre. Et le bonhomme, notre ami M. Trump, est tellement imprévisible que dans toutes sortes d'actions, il peut nuire profondément à la Russie. Je vais vous donner un exemple concret. Drill, baby drill. Sa politique sur la production de gaz et de pétrole de schiste aux États-Unis, combinée avec l'incertitude politique, pourrait amener une chute, dans certains scénarios, pourrait amener une chute rapide du prix du pétrole. Si vous voulez faire vraiment mal à l'effort de guerre russe et à l'économie russe, il y a une seule façon de le faire, c'est de faire chuter le prix du pétrole. Alors, on peut être dans 2 ans, Trump est au pouvoir, peut-être, mais l'Ukraine continue de se battre. La guerre est toujours là. Le prix du pétrole est rendu à 40 $. Le party est fini au Kremlin. Je pense que les élites russes et M. Poutine pourraient avoir un plus gros problème qu'il pense qu'il pourrait avoir. Ouais. Alors, c'est ça. À suivre. Donc, beaucoup de scénarios qui ont été proposés et je ne sais pas lequel scénario je pourrais rajouter par-dessus ça. Je ne suis pas sûr que j'ai l'audace non plus que mes collègues ont de se lancer dans une grande scénarisation. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, en fait, c'est que pendant que l'Ukraine mène sa guerre, elle est aussi en train de réfléchir à sa relance économique. Et un des volets qu'elle a ciblé dans ce processus de relance-là, c'est de se développer dans ce qu'on appelle le MilTech, donc les technologies militaires. Elle a investi depuis 2014 dans ce qui était déjà une première reconstruction massivement dans sa numérisation, donc essayer de transformer l'économie ukrainienne en une économie de plus en plus tournée vers les technologies numériques. Ce qu'elle a réussi, elle s'est imposée comme acteur de l'industrie numérique. Et là, elle est en train de poursuivre ce biais-là avec les technologies numériques, mais de guerre. Donc, pour la guerre, en fait, pour la relance économique, c'est une avenue comme une autre. En fait, elle essaie de copier le modèle israélien ici. Mais pour la guerre, ce sera peut-être une opportunité, en fait, de transformer ce qui est un grand laboratoire de tests de différentes technologies. La guerre en Ukraine, plusieurs compagnies ont investi pour essayer de tester qu'est-ce qu'on peut faire avec les drones, l'intelligence artificielle, les différentes technologies. Mais maintenant, de s'approprier ce processus-là, de l'institutionnaliser au cœur du pays pour essayer de développer à la fois son économie, des nouvelles technologies qui peut-être, comme le suggérait Justin, vont peut-être donner un certain levier pour accroître son efficacité militaire. Même si, comme mes collègues, je ne pense pas que ça va se régler très, très facilement ni rapidement. J'ai un petit point que j'ai oublié de mentionner qui est à suivre pour les 12 prochains mois. C'est les 300 milliards, excusez-moi, je vais parler d'argent. Connaissez quelque chose? C'est les 300 milliards de réserves russes qui ont été saisis au début du conflit. Ben, ouais. Et ça, ils sont dans des comptes de banque depuis 2 ans. Et c'est de l'argent qui dort. Et je pense qu'il va y avoir, indépendamment de ce qui va se passer à la Maison-Blanche là, au mois de novembre, il va y avoir un débat
et des discussions sur comment utiliser ce 300 milliards-là au bénéfice de l'Ukraine. Est-ce que c'est possible ou pas? Long débat à suivre, mais en termes des 12 prochains mois, c'est certain que ça va devenir beaucoup plus sur l'actualité. Excellent. Jean-Philippe. Je suis complètement d'accord avec ça. Alors, sur le plan légal, ça pose des problèmes, mais si ça pouvait arriver, ça aiderait l'Ukraine. Je suis également d'accord, tout à fait, complètement avec ton point de vue sur l'État pétrolier russe. Mais on n'a pas évoqué ici quelque chose de très important. On l'avait fait l'an dernier, c'était le rôle de la Chine. Le problème, c'est pas tant le prix du baril de pétrole, qu'aussi, je n'ignore pas le problème du prix, là, mais aussi la demande et l'achat du pétrole russe. Par qui? Par le Sud global, mais surtout 2 pays qui sont venus à la rescousse de la Russie, nommément la Chine et l'Inde. Et si votre Sud global n'est pas à bord dans l'imposition des sanctions qui incluent le secteur pétrolier, mais c'est sûr que Vladimir Poutine profite de sa main gauche, de ce qu'il peut obtenir de sa main droite. Et donc, le rôle, pour conclure, de la Chine est absolument vital. Xi Jinping a fait très attention dans la façon dont il s'est positionné, mais il ne s'est pas positionné contre Vladimir Poutine, au contraire. Et donc, ça aussi, ça fait partie, malheureusement, de l'équation pour la prochaine année. Très bon point. Une chose importante, cependant, qu'on l'avait soulevé l'année passée, Charles-David, tu te rappelles, Oui. les Russes n'ont pas fourni d'armes directement. Il y a eu des drones qui ont été vendus indirectement, mais des armes chinoises n'ont pas été vendues directement ou fournies aux Russes. Oui. Et ça, c'est par la crainte, parce qu'on dit, bon, les sanctions ne fonctionnent pas. Ils n'ont pas mis à terre la Russie, c'est clair. Mais, dans ce cas-ci, la crainte de sanctions secondaires ont empêché les compagnies chinoises de fournir l'armement, puis il y a d'autres considérations. Alors ça, jusqu'à maintenant, ça a été assez important aussi. Anastasia Fomichova, Dominique Harel, Justin Massy, Charles-Philippe David, Simon Hogg et Louis Vachon, merci beaucoup. Merci aux organisateurs, organisatrices et merci surtout à vous d'avoir été là.